Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Luc Châtel, député républicain de Haute-Marne, ex-ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir. Bonsoir. Je précise parce qu'évidemment on parlera des résultats du bac, mais on va commencer avec la Grèce, ce qui se joue ce soir à Bruxelles. Les dernières propositions d'Alexis Tsipras. Apparemment, l'Allemagne est prête à discuter. Vous êtes optimiste ? Écoutez, je suis ça avec beaucoup d'intérêt, comme tout le monde, et je suis très attentif parce qu'il y a un enjeu considérable. Enjeu pour la Grèce d'abord, parce que si la Grèce sort de la zone euro, je crois que tout le monde a sous-estimé ce qui allait se passer si la Grèce le drame humanitaire. Non, mais le drame économique, politique, social, le pays va être en faillite. Mais ensuite, ça va être un désastre social. Même Alain Juppé, il l'a sous-estimé parce que c'est ce qu'il souhaitait lundi matin. Non, mais Alain Juppé, il prend acte du résultat du référendum. Et quelque part, il a raison, puisque le Premier ministre grec joue des gros bras. Il pose une question à laquelle il était quand même assez logique que les Grecs répondent oui, ne répondent non, puisque quand on vous demande est-ce que vous avez vraiment envie de rembourser vos dettes, c'est pas anormal qu'il y ait une majorité qui dise non, qui essaie de dire à son gouvernement défendez-nous. Bon, donc il répond à cela. Mais les conséquences pour la Grèce, je parle, d'une sortie de l'euro sont dévastatrices. On ne sait pas les conséquences que ça pourrait avoir d'ailleurs par contagion en Europe. Mais pour la zone euro, l'important, c'est la sauvegarde, la pérennité de la zone euro. Parce qu'une chose est la situation d'un des 19 pays, la Grèce. Une autre, à mon avis, au moins plus importante, c'est la situation de la zone euro, son avenir. Donc notre devoir, c'est d'abord... Pour vous, la zone euro, globalement, est en danger s'il y a une sortie de la Grèce. C'est pas ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, par exemple. Si, nous avons eu un bureau politique ce soir, nous avons évoqué le sujet pendant 1h30. Et alors, c'est quoi la position des Républicains? Parce qu'on ne la comprend pas très bien. On entend plein de personnalités de votre parti qui disent des choses très différentes. Non. Si, on a même les extraits, si vous voulez, mais on n'a pas forcément le temps. On peut les entendre. Il y a quelques individualités que l'on connaît qui ont, de manière générale, sur l'Europe, des positions qui sont, minoritaires, pour ne pas dire marginales, au sein de notre mouvement. Parlez d'Henri Guénaud. Mais la grande majorité de notre par mouvement, exemple. Henri s'est exprimé, Jacques Miard à l'Assemblée nationale. Donc ils ont des convictions fortes, moi je ne les conteste pas. Simplement, leurs convictions sont très minoritaires. Et la grande majorité de notre famille politique, elle considère que nous préférons aller jusqu'au bout de la tentative d'un dernier accord, à condition que ce ne soit pas un accord à minima qui remette en question l'équilibre de la zone euro. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas les 18 pays qui vont remettre en cause leur fonctionnement parce qu'il y en a un qui ne respecte pas la règle du jeu. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aller jusqu'au bout de la négociation. Ce n'est pas la question ce soir. C'est plus la question. La question ce soir, c'est qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Justement, si vous voulez, et c'est là qu'intervient le couple franco-allemand. Moi, je n'ai pas entendu la même chose hier de la chancelière allemande et du président français. Je suis désolé. La chancelière allemande, elle est claire. Elle dit « Nous avons mis sur la table des propositions qui étaient très raisonnables. Bien sûr, il faut faire preuve de solidarité. » Mais il y a un moment où, en gros, ça voulait dire qu'il faut siffler la fin de la récréation. Le président français, si vous voulez, on a l'impression que pour lui, l'unité de sa majorité est plus importante que l'unité du couple franco-allemand. C'est grave quand on est président de la République. Je considère que l'unité franco-allemande, c'est un héritage, c'est un bien commun que nous avons depuis 50 ans, 60 ans. Il la met en danger, François Hollande ? En tout cas, il fragilise l'unité franco-allemande, indiscutablement. Mais il ne le fait pas depuis 15 jours. Il le fait depuis 3 ans. Souvenez-vous la façon dont il a essayé de contourner l'Allemagne au début de son mandat. Souvenez-vous au sein de la majorité, ceux qui comparaient à la chancelière allemande à Bismarck et ceux qui voulaient aller défier l'Allemagne. Je pense à Claude Barthelone, je pense à Arnaud Montebourg et que François Hollande a laissé faire. Donc si vous voulez, il faut sauvegarder, préserver ce couple franco-allemand. Parce que quand l'Allemagne et la France sont d'accord, excusez-moi, ils représentent 50% de la puissance économique de la zone, eh bien, ils décident pour les autres. Alors, ça s'impose à nous. Pour préserver ce couple, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, sur la question de la renégociation de la dette ? François Hollande dit, la France donc dit, oui, il faut aider les Grecs à renégocier leur dette, voire à effacer une partie de cette dette. Angela Merkel dit non. Écoutez, votre avis aux Républicains ? C'est toujours sympathique de faire des cadeaux avec l'argent des autres. Le problème, c'est que l'argent, c'est celui du contribuable français. Il faut dire aux téléspectateurs d'ITélé que les 42 milliards de dettes de créances françaises, c'est leur argent. C'est l'argent du contribuable. 42 milliards, c'est à peu près l'équivalent du budget de la défense nationale. Donc ça veut dire, est-ce que les Français... nous aussi, on peut faire un référendum. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on tire un trait sur la dette de la Grèce, donc sur notre créance? Est-ce que vous êtes d'accord? Les Français, ils ne sont pas d'accord. Je veux dire, on peut être solidaire, mais de là à tirer un trait sur les dettes, c'est hallucinant. Donc les Allemands sont des gens carrés, sensés. Je rappelle qu'en 2010...
quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Vous pouvez l'accuser de tous les maux, mais c'est quand même lui qui a accepté de conserver la Grèce au sein du système monétaire européen, et deuxièmement de la zone euro, et deuxièmement qui a accepté de tirer un trait sur 100 milliards, c'est-à-dire à l'époque c'était la moitié de la dette de la Grèce. Et c'est ça qui nous fait peur, parce que si vous voulez, on a effacé la moitié de leur dette il y a 4 ans, il a forcé la main et maintenant on s'aperçoit qu'il a peut-être forcé la main au manque, mais il y a eu quand même 100 milliards, la moitié des créances qui ont été abandonnées. Bon. Donc aujourd'hui, ils nous refont le coup. Il y a un moment où ça va bien, quoi. Marine Le Pen a changé d'avis apparemment sur cette question. Avant, elle disait, la première fois qu'elle change d'avis. Une dette, c'est une dette. Maintenant, aujourd'hui, elle dit oui, ce serait peut-être pas mal quand même de la restructurer, voire de l'effacer en partie. Vous en pensez quoi? Après avoir accueilli M. Tsipras, la victoire de M. Tsipras comme un nouvel élan en Europe, tout ça n'est pas raisonnable. De la même manière que François Hollande, je rappelle, a été le premier chef d'État à accueillir M. Tsipras. Il s'est fait manipuler par M. Tsipras. M. Tsipras, il pensait l'amadouer, il pensait le raisonner. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière. M. Tsipras l'a à peine prévenu quand il a décidé d'organiser son référendum, qui est quand même une claque pour les chefs d'État européens, hallucinante. Genre, je veux négocier, mais avant, je vais demander un mandat de mon peuple pour être sûr qu'on ne rembourse pas les dettes. Voilà, c'était ça le référendum. Vous diriez, comme M. Macron, que finalement, le Front National, c'est un peu un Syriza à la française, vous diriez la même chose? Vous savez, il faut se garder de comparaisons. Chaque pays a son histoire, chaque pays a son passé. Moi, je ne mélangerai pas les situations. Voilà, ce que nous savons, c'est que nous avons une montée des populismes. Monsieur Tsipras est un populiste. Voilà. Et Dominique de Villepin dit c'est un résistant. Et en tant que gaulliste, ça me parle. J'ai entendu cela. Écoutez, chacun ses opinions, mais je ne la partage pas. Voilà. Je partageais totalement l'analyse de Dominique de Villepin. Je l'ai écouté ce matin. J'ai partagé totalement son analyse. Il est très compétent sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique. Il a été remarquable. Pas sur la Grèce? Sur la Grèce, je dois dire, j'ai du mal à accepter que M. Tsipras soit le héros des temps modernes. Voilà, celui qui est un trotskiste, extrême gauche, et qui explique au monde entier, et qui laisse dans un jeu de rôle son ministre de l'économie, encore la semaine dernière, traiter ses créanciers de terroristes. Voilà, c'est quand même un peu curieux. Je veux dire, vous avez d'un côté des pays en Europe qui ont fait des efforts considérables, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, et qui voit M. Tsipras émerger, alors que la Grèce n'a jamais respecté ses engagements, expliquer que c'est à eux de dicter leurs conditions. On hallucine, je veux dire. Voilà. Donc, oui, à un accord de dernière minute s'il est possible, mais s'il est équilibré et qui ne remet pas en cause l'équilibre de la zone euro. On ne peut pas lâcher n'importe quoi. On ne peut pas lâcher sur la crédibilité de la zone euro. Nous avons constitué l'une des grandes monnaies au monde depuis 15 ans. Voilà. On ne peut pas accepter de remettre en cause un certain nombre de règles parce qu'il y en a un qui ne respecte pas la règle. Et on saura en tout cas comment évolue ce sommet qui vient tout juste s'achever, me dit-on. On attend d'un instant à l'autre une déclaration de François Hollande. On l'apprendra évidemment en direct. Une dernière question à l'ancien ministre de l'Éducation nationale que vous êtes. C'est les résultats du bac aujourd'hui. Alors les chiffres sont encore bons, 79% d'admis au premier tour. Est-ce que vous diriez, comme votre ancien collègue Luc Ferry, que pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il faut refaire la demande? Écoutez, ma fille a eu son bac aujourd'hui. Félicitations. C'est un grand événement. Je n'ai pas eu le sentiment qu'elle l'avait demandé. Voilà. Donc elle a travaillé. Cela dit, la réflexion de Luc Ferry rejoint un certain nombre de nos amis au sein des Républicains. Nous pensons qu'il faudra remettre à plat le mode de sélection. Vous savez, le baccalauréat, c'est le premier échelon de l'enseignement supérieur. On l'oublie. Il faut se poser des questions, parce que quand vous avez 80% d'une génération qui obtient le baccalauréat, est-ce que c'est le diplôme, la sélection que l'on attend? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut remettre à plat. Vous lui avez dit quoi à votre fille aujourd'hui? C'est bien, tu as eu ton bac, mais ça va te servir à rien? Moi, j'étais fier. Non, elle va faire une école de communication. Elle sera peut-être à votre place un jour. On lui souhaite. C'est une bonne place. Et donc, non, le bac, il faut parfois arrêter de dégrader, de dévaloriser le système éducatif. On ne peut pas raisonner de la même manière. Quand j'ai passé mon bac, il y avait 20% d'une génération. Aujourd'hui, il y a 80%. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Moi, je suis pour élever le niveau d'éducation. Simplement, il ne faut pas brader. Il ne faut pas une sélection au rabais. Il faut un système exigeant, certes, mais il faut un système qui soit capable de mieux s'organiser en accueillant 80% d'élèves qu'il ne le fait aujourd'hui. Voilà. On voit bien qu'aujourd'hui, on est arrivé aux limites du système avec cette organisation actuelle. Merci Luc Châtel d'être venu répondre à nos questions ce soir. Vous restez avec nous à suivre la déclaration très attendue de François Hollande d'un instant à l'autre. Le sommet de la zone euro vient de se terminer. On part en pause et on revient dès que ça démarre. On sera en direct pour donc l'issue de ce sommet. À tout de suite.